Bonjour, je suis Céline Pigalle, je suis directrice de la rédaction de BFM TV et aujourd'hui je suis l'invitée de PAF. Ça fait 10 ans maintenant que BFM est passé devant iTélé. Comment ça se fait que ça marche aussi bien et depuis si longtemps ? Je pense qu'il y a deux éléments qui ont fait le succès de BFM TV. Le premier, c'est d'avoir proposé quelque chose qui n'existait pas. C'était l'information en continu. C'était finalement pourquoi attendre qu'il soit 13h ou qu'il soit 20h pour avoir de l'info à la télé et d'en avoir à toute heure. Ça déjà, ça existait un peu sur LCI. Oui, mais quand vous regardez bien, aussi bien LCI que iTélé n'avaient jamais poussé le modèle à son maximum comme l'a fait BFM. Il y avait notamment beaucoup de talk, mais il y avait moins aussi radicalement le côté à toute heure. Vous êtes sûr quand vous arrivez sur la chaîne que dans les 5 minutes au plus tard, on vous aura redit ce que sont les éléments principaux de l'actualité. C'est une vraie chaîne info au sens où à tout instant, l'information qui arrive vous est servie. Regardez cette image il y a 1 heure, c'était en direct sur BFM TV, ça se passe au cimetière de Lorient, sur l'île de Saint-Barthélemy, Johnny Hallyday, ce cercueil qui arrive. Le priorité au direct, c'est l'autre élément majeur qui a fait que ça a marché à ce point. Aujourd'hui, il y a des moyens techniques incroyables. Et on s'est presque habitué à ça, parce que maintenant ça va faire presque une petite quinzaine d'années que la chaîne existe. On est live dès qu'il se passe quelque chose quelque part. Mais ce n'était pas le cas. On utilisait un peu des moyens directs. Ils étaient, il y a 15 ans ou il y a 20 ans, il y en avait quelques-uns, mais c'était quand même encore des moyens très lourds. Il y avait notamment des cars satellites qui permettaient de le faire. Aujourd'hui, on a des caméras qui permettent de le faire. Et au fond, on est parti de cette capacité à montrer en temps réel pour raconter le monde un peu autrement. Céline Pigalle, j'ai une petite mission pour vous, c'est de m'expliquer dans un temps très court ce que c'est le job d'une directrice de la rédaction de BFM TV. C'est de sentir où est l'actualité, où va l'actualité, de reconnaître quand surgit un événement qui va être majeur, de comprendre qu'il va falloir lui faire de la place, qu'il va falloir qu'il prenne toute l'antenne. On s'inscrit aussi, c'est très important, dans une ligne éditoriale, c'est-à-dire que chaque média fait des choix un peu différents en fonction du public auquel on souhaite s'adresser, en fonction... Bon. Le modèle de BFM TV, c'est d'essayer de s'adresser au plus grand nombre, minute à minute, c'est vraiment comme ça que ça se passe, voir arriver les différents événements, les jauger, se dire ça c'est absolument essentiel, il faut tout arrêter et il faut mettre tous nos moyens et toutes nos forces là, ou c'est se dire ça, c'est petit, ça n'a l'air de rien, mais il faut aller regarder, il faut tirer un peu sur ce fil, il faut s'en occuper, et puis on va voir comment ça évolue et si ça va mériter ensuite d'arriver à l'antenne. Ce qu'on choisit de diffuser ou de ne pas diffuser, ça c'est l'expérience qui le dit, qui l'explique. Il n'y a pas de livre avec les règles écrites. La situation qui pour moi a été la plus folle, la plus difficile, la plus dingue, ça a été le jour de Charlie Hebdo. On avait compris qu'un attentat était en cours, que des gens étaient morts. Et d'un seul coup a commencé à circuler la rumeur selon laquelle Charbes, Wolinski, enfin toutes ces figures finalement historiques de Charlie Hebdo faisaient partie des gens qui étaient morts. Et là d'un seul coup il y avait à la fois le fait qu'on ne pouvait pas commettre d'erreur, on ne pouvait pas se tromper et annoncer la mort de ces grandes figures si ça n'était pas vrai. Et puis il y avait autre chose, il y avait le fait que symboliquement s'ils étaient vraiment morts, alors cet événement prenait une toute autre dimension. Et donc il fallait se dire à la fois, bien sûr, on n'allait pas cacher cette information, mais il fallait la donner dans un moment où on allait être absolument sûr de nous, où on allait l'avoir vérifiée. Or la vérifier, c'était évidemment extrêmement compliqué puisque dans cette salle ne sont entrés ce jour-là que quelques policiers, quelques personnes qui étaient là pour tenter de sauver ceux qui pouvaient l'être, enfin, et donc pas nous les journalistes, on ne pouvait pas aller sur place pour savoir. Voilà, il fallait vraiment le mesurer et finalement, à partir de ce moment-là et dans toutes les heures qui ont suivi, chacune des informations qu'on donnait ou qu'on ne donnait pas a été à chaque fois pesée, mesurée de façon absolument drastique comme jamais. Une des séquences de PAF, Céline Pigalle, s'appelle « Je zappe et je mate ». Peut-être que vous connaissez cette chanson qui était des années 90 par le rappeur Passy. Le principe est assez simple, je vais vous donner une série de programmes. Vous allez me dire si vous zappez ou si vous matez. La Coupe du Monde de foot sur TF1. Ah, je mate en partie, oui, forcément. En partie. Oui. Le 20h d'Anne-Sophie Lapix. J'ai très rarement l'occasion de le voir. Ça m'arrive un tout petit peu de faire du replay pour voir justement comment ça fonctionne et tout. Les Marseillais en Australie. Et ça, je ne savais même pas que ça existait. Les Marseillais australiens. Oui, ça existe. Donc du coup, vous ne regardez pas, oui. Touche pas à mon poste. J'ai rarement l'occasion de le voir, mais évidemment, étant donné le phénomène télévisuel que ça a été, j'ai pris le temps de regarder de temps à autre. 24 heures en question de Pujadas sur LCI. Souvent, c'est dans mon bureau, allumé, mais rarement avec le son, voire jamais.
La matinale de Nicolas Demorand et Léa Salamé sur France Inter. Ah, très souvent. Les rediffusions de Colombo sur TV Braise, le soir tard, vous avez peut-être un peu de temps là. Non, ça, même sur un malentendu, ça ne m'arrive pas. Céline, je ne vous apprends rien, les Français sont méfiants vis-à-vis des médias. Est-ce que le fait de faire partie d'un grand groupe, BFM TV appartient à Altice, qui appartient à Patrick Drahi, ne peut pas poser des problèmes justement sur le fonctionnement et l'indépendance d'une rédaction comme la vôtre? Avant de répondre à cette question, personne ne nous appelle jamais. Personne, jamais. En soi, je comprends la question et je comprends qu'elle se pose. Mais la réalité de ce que je vis depuis 1 an et demi où je suis à BFM TV, c'est que nous faisons chaque jour nos choix en toute indépendance sans que jamais personne ne nous sollicite pour nous dire il faudrait faire ça ou ne nous reproche d'avoir fait tel ou tel choix. Ça, c'est la réalité de ce que je vis. Donc ensuite, après, vous n'avez que votre bonne foi pour le dire, le répéter et espérer qu'on vous croit. Je ne parle pas avec Patrick Drahi, je n'ai pas de contact avec lui, ni avec les gens qui sont au plus près de la direction du groupe. Donc vous voyez, c'est un fantasme, mais il est très difficile à démonter. D'ailleurs, la chaîne est de temps en temps accusée, à un moment a été accusée d'être, il y a eu le surnom de BFN, après, pendant la présidentielle, vous étiez la télé Macron. Comment vous expliquez qu'on utilise un peu BFM pour attaquer tel ou tel candidat? Vous savez, je trouve qu'il se passe avec les médias un peu ce qu'on voit avec la politique. Il y a une attente énorme, il y a un besoin énorme que les médias soient là et travaillent bien. Comme d'ailleurs, on a besoin énorme d'avoir une classe politique qui travaille bien et qui fasse bien pour le pays. Et donc il y a à la fois une attente sans borne et du coup une déception qui est un peu à la mesure de ça, mais qui est parfois aussi très injuste et très injustifiée, parce qu'il y a évidemment des gens dans la classe politique qui se donnent beaucoup de peine, et il y a pour l'essentiel des médias qui vraiment, sincèrement, activement, tous les jours essayent de bien faire. D'ailleurs, il y a un média qui s'est monté au mois de janvier, plutôt par des soutiens de la France Insoumise, qui s'appelle Le Média. Comment vous trouvez cette initiative? Eux-mêmes critiquent énormément les médias, je cite, mainstream. Ce qui est toujours un peu étonnant, c'est qu'on nous reproche à nous d'avoir des biais, de ne pas respecter tel ou tel critère, de ne pas être à leur goût finalement. Et puis ensuite, quand eux le créent, il y a une idéologie très forte qui sous-tend leur choix. Mais moi, en soi, je ne suis pas contre le fait qu'il y ait des propositions alternatives, et notamment que des médias idéologiques, d'opinion très forts, très assumés existent. Mais voyez bien aussi que ce n'est pas du tout le même métier. Puisque nous, comme je vous le disais au départ, on essaye de s'adresser au plus grand nombre. Donc on essaye de justement n'être au service d'aucune idéologie, d'aucun parti, voilà, et plutôt de regarder ce que sont les mouvements de fond de la société, ce qui agite notre monde, mais au service de personne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la notion très journalistique, question d'une mort kilométrique? C'est une expression un peu cynique qui vise à dire que, au fond, on s'intéresse plus à ce qui se passe près de chez soi qu'à ce qui se passe au bout du monde. Quand on utilise cette expression, on peut trouver ça très choquant. Au fond, un mort ne vaut pas un mort. Un mort au bout de votre rue que vous connaissiez va avoir plus d'impact sur votre vie et donc plus d'intérêt pour vous qu'un mort au bout du monde que vous ne connaissiez pas et dont la vie est moins un enjeu pour vous. Il est finalement assez naturel qu'on ait un peu plus de curiosité pour ce qui se passe dans un périmètre sur lequel on a un tout petit peu d'influence. En contrepartie de ça, il y a une chose qu'il ne faut quand même jamais oublier, c'est que quand des événements majeurs se produisent, parfois très très loin de chez nous, on en rend toujours compte. Vous voyez, il y a cette règle-là, mais en contrepartie, il y a aussi l'ampleur de ce qui se joue, et parfois, y compris d'ailleurs, des événements qui se déroulent au bout du monde, qui n'auront pas d'influence directe sur nous, mais où on fait preuve de cette compassion minimum. Céline Pigalle, nos grands frères d'Indécis ont une séquence qui s'appelle « Que oui, que non ». Là aussi, le principe assez simple, il faut répondre que oui à la réponse à la question que je vais vous poser ou que non. France 4 va disparaître. Est-ce qu'il faut revoir la numérotation des chaînes d'infos? Oh que non. Jean-Jacques Bourdin est le véritable patron de BFM TV. Non, ça jamais. C'est un personnage très important de BFM TV, évidemment. Pour autant, il y a pas mal de patrons à BFM TV. Vous êtes une ancienne d'Europe 1. Relancez cette radio. Mission impossible. Que oui, que non? Oh que c'est difficile. L'avenir de l'info est sur Snapchat. Oh que non. Sur Netflix? Peut-être. Après iTélé, LCI, BFM, un jour Céline Pigalle est à la tête de France Info. Je suis bien à BFM surtout.
Céline, pour préparer notre rencontre, je vous ai demandé d'apporter un objet qui va s'installer dans notre décor. C'est le moment de me l'offrir. Quand on est journaliste, on boit beaucoup de café. Il faut beaucoup de caféine pour réussir à surmonter les journées d'infos en continu. Donc si vous voulez partager ça avec moi. Merci, je vais rejoindre la tasse d'Indécis. Hop là, très bien. On a encore une vie personnelle quand on est directrice d'une chaîne d'infos. Disons qu'on a une vie très entremêlée avec la vie de l'information. Ouais, on arrive même à prévoir des vacances. À les prévoir, oui. Et à y aller. Vraiment y aller. Non, bien sûr, on y arrive. On y arrive, mais au fond, ouais, disons qu'on a autour de soi des gens très tolérants. J'ai l'habitude de dire que ça rend très impoli l'information continue. Parce que vous faites des choses que dans votre vie normale de personnes bien élevées, vous ne feriez pas. Décrocher le téléphone à tout bout de champ, répondre à un mail au milieu d'une conversation, et pire encore, arriver à un déjeuner, voir arriver une information et dire « je suis désolée, mais là, je vais repartir ». Et partir, pour de bon. Vraiment. Voilà, ouais. Partir vraiment. C'est-à-dire devant un convive absolument éberlué de la grossièreté de la situation. Ouais. Voilà, donc après on rame un peu aussi pour expliquer que tout ça est uniquement lié à l'actualité et à ce métier, mais vraiment rien de personnel. Une toute dernière chose, on a peut-être tous en tête quelque chose qu'on aurait aimé inventer. Une chanson, une série, un produit. Est-ce que vous, Céline Pigalle, il y a quelque chose que vous auriez rêvé d'inventer? En fait, j'ai deux réponses à votre question. À titre professionnel, comme la Céline Pigalle, voilà, je pense que j'aurais aimé inventer le cinéma, quoi, l'image qui bouge. Ouais. Et comme personne, je pense que j'aurais voulu inventer l'avion ou inventer le successeur de l'avion, quoi. Parce que qu'est-ce qui est plus génial dans la vie que d'aller à l'autre bout du monde, que d'avoir cette possibilité comme ça, voilà. La téléportation, c'est encore mieux que l'avion. Exactement, ça serait plus BFM TV, quoi, ça irait plus vite. Céline Pigalle, je rappelle que vous êtes directrice de la rédaction de BFM TV. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de PAF. Avec plaisir.